Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et voici la balado David et David. De retour à la demande générale, David Tron. David, bonne année. Comme je n'ai pas encore vu tout le monde, je pense qu'on peut encore se souhaiter une bonne année. David a participé à plusieurs reprises à notre émission l'an dernier. C'est un invité extrêmement populaire. Alors, nous voulions nous assurer de l'avoir régulièrement cette année. Et croyez-le ou non, il a accepté de revenir. Alors, merci beaucoup, David. Je suis vraiment heureux d'être ici. J'apprécie toujours de discuter avec vous. Alors, David, avant d'aborder le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, un mot sur cette série que nous faisons, une douzaine de rencontres avec des gestionnaires de placement en revenant sur 2025 et en anticipant 2026. Mais expliquez-nous d'abord en quoi consiste exactement votre travail et quel est votre domaine d'expertise que nous allons aborder aujourd'hui. Oui, je co-gère le Fonds d'action américaine avec Shantu David. Nous le faisons pour les grandes capitalisations, mais nous le faisons aussi pour les moyennes capitalisations américaines en croissance. Nous gérons ces deux catégories d'actifs en même temps. C'est utile car pour comprendre ce qui se passe dans le domaine des moyennes capitalisations, selon nous, il faut mettre autant d'énergie pour comprendre ce qui se passe dans le domaine des méga capitalisations. Lorsque les méga capitalisations éternuent, les moyennes capitalisations attrapent un rhume, pour ainsi dire. Il y a beaucoup d'interactions entre ces deux catégories d'actifs et c'est à ces deux occupations que je consacre tout mon temps. Excellent. David, revenons sur 2025. Je vous ai entendu faire une présentation, cela devait être vers mars dernier à Montréal, et vos commentaires étaient très prémonitoires quant à ce qui allait se passer au cours de l'année, la façon dont vous pensiez que l'année allait se dérouler, en particulier avec un nouveau président. Tout le bruit autour de cette présidence, comme nous le savons tous, et encore une fois, nous ne ferons pas de politique à cette émission, nous n'allons pas dire si nous l'aimons ou pas, nous reconnaissons simplement que cela plaise ou non, il y a beaucoup de bruit et de critiques autour de lui. Mais vous voyez clair dans le jeu et vous dites qu'en fin de compte, l'un des moteurs du programme de Trump est de s'assurer que les actions se portent bien. On regarde la situation, elle a été plutôt bonne. Alors, déjà, félicitations d'avoir vu si juste, mais à quoi pensez-vous quand vous pensez à 2025 avec le recul? Ce fut une année mouvementée. Nous avons commencé l'année avec une valorisation assez élevée. Nous savions donc que les bénéfices allaient devoir faire tout un effort. Nous avons commencé avec une valorisation élevée en raison de la hausse qui a suivi l'investiture. Nous avons donc commencé l'année avec la barre placée très haut. Puis le jour de la libération est arrivé et nous avons assisté à l'une des baisses les plus importantes que nous ayons connues depuis longtemps sur le marché boursier, et ce en très peu de temps. Je dois dire que c'était pour une bonne raison. La politique qu'il nous a présentée, souvenez-vous, sur ce tableau qu'il nous a montré un jour, était extrêmement pénalisante pour de nombreuses entreprises qui dépendent de chaînes d'approvisionnement en dehors des États-Unis. Certaines entreprises, lorsque nous avons fait le calcul, étaient en fait non rentables dans le cadre de ce régime tarifaire. À juste titre, le marché boursier a introduit un scénario assez draconien dans ce qui pourrait se produire, et puis il y a eu le revirement TACO, comme on l'a appelé, et nous étions de nouveau dans la course. Nous avons donc commencé l'année de manière très tumultueuse. Nous avons dû faire face à ce vent contraire que représentaient les droits de douane et même une version plus édulcorée de ces droits de douane qui a été presque entièrement compensée par cette incroyable réforme fiscale qu'il a introduite en juillet. En d'autres termes, les vents contraires des droits de douane ont été presque entièrement remplacés par les vents favorables de cette réforme fiscale. Cela s'est annulé en quelque sorte en ce qui concerne les actifs à risque des entreprises américaines, ce qui est tout à fait extraordinaire. Le marché a ensuite commencé à anticiper des résultats relativement bons en 2026 grâce à certains des effets positifs de la réforme fiscale. Et surtout, je pense que le commerce de l'IA est très important pour le marché boursier ces jours-ci. Le commerce de l'IA a continué à susciter l'enthousiasme, les investisseurs commençant à se rendre compte
qu'il pourrait y avoir une demande durable dans ce domaine et qu'il est peu probable que nous assistions à une surproduction dans un avenir proche. L'année 2025 a donc été riche en rebondissements. Souvent, lorsque je discute avec Shantu, nous prenons du recul et nous nous disons que nous avons un personnage politique unique en son genre, Donald Trump, qui en est à son deuxième mandat. Ces politiques ont tendance à favoriser les actifs à risque. Bien sûr, le jour de la libération ne l'était pas, mais il a corrigé cela assez rapidement. Parallèlement à cela, nous bénéficions d'un vent favorable thématique unique en son genre sous la forme de l'intelligence artificielle qui semble être de plus en plus productive et que Donald Trump soutient parce que nous sommes en concurrence avec la Chine. Nous avons donc actuellement ces deux événements uniques en leur genre qui s'alignent l'un avec l'autre. Il est regrettable que la valorisation du marché boursier soit un peu élevée. Néanmoins, tel est le contexte général auquel nous sommes confrontés en début de 2026, qui est notre situation actuelle. Oui, mais dans l'ensemble, ce fut une bonne année. Évidemment, les gens se concentrent davantage sur les grandes capitalisations, mais si l'on s'intéresse davantage aux moyennes et petites capitalisations, où en étions-nous en termes de valorisation à la fin de l'année? Quelle a été la performance relative dans ce domaine que vous connaissez si bien? Les trois catégories, moyenne, petite et grande capitalisation, ont obtenu de bons résultats. Elles ont toutes trois enregistré des rendements à deux chiffres. Les moyennes capitalisations ont légèrement sous-performé les grandes. Certaines des sept magnifiques ont encore une fois connu une année exceptionnelle. Et les petites capitalisations ont très bien terminé l'année. Je rappellerai aux auditeurs qu'environ 38 à 40 des petites capitalisations ont tendance à ne pas être rentables. Ainsi, lorsque la Fed baisse ses taux et adopte une attitude plus accommodante, cela tend généralement à soutenir les entreprises qui auront des flux de trésorerie importants à l'avenir, plutôt que ceux qui ont des flux de trésorerie importants aujourd'hui même. Les petites capitalisations ont donc terminé l'année en beauté. Nous entamons l'année avec des multiples élevés pour les grandes et des multiples moins élevés pour les moyennes et petites. Nous apprécions les moyennes capitalisations en ce moment car nous pensons qu'elles se trouvent dans une situation idéale en termes de valorisation et de croissance des bénéfices, compte tenu de leur position dans le cycle. D'effet, nous devrions peut-être prendre un peu de recul avant de nous projeter dans l'année à venir. J'allais deviner que vous alliez privilégier les moyennes capitalisations cette année, simplement en me basant sur la façon dont les choses se présentent. Mais pourquoi ne pas expliquer aux auditeurs la différence entre les petites, moyennes et grandes capitalisations et quel est le point idéal sur le plan économique ou sur le marché en termes de taux d'intérêt pour chacun de ces changements du marché boursier? Ouais, je vais commencer par les moyennes capitalisations. Pour celle-ci, la fourchette de capitalisation boursière aux États-Unis, elle est bien sûr différente de celle du Canada, est comprise entre 5 milliards de dollars pour les plus petites et environ 50 milliards pour les plus grandes. Tout ce qui dépasse ce montant est considéré comme une grande capitalisation et tout ce qui est en dessous est considéré comme une petite. C'est important de noter que les moyennes et petites capitalisations ont tendance à avoir davantage de revenus nationaux, ce qui, comme nous le constatons en temps réel, est une bonne chose car Donald Trump souhaite rapatrier une grande partie de la production manufacturière aux États-Unis. Elles ont donc tendance à avoir plus de demandes, plus d'offres aux États-Unis. Elles sont donc certainement plus favorables aux États-Unis de ce point de vue. Les moyennes capitalisations ont tendance à être beaucoup plus rentables que les petites, mais peut-être un peu moins rentables que les grandes. Il y a un point très important à souligner concernant les moyennes capitalisations par rapport aux grandes. Beaucoup de grandes capitalisations ont atteint un point où elles ont déjà exploité tout leur marché. Il est vraiment difficile de trouver des sources de croissance supplémentaires. On constate que Meta, Google, Microsoft et Amazon doivent devenir des entreprises à plus forte intensité capitalistique pour trouver de nouveaux relais de croissance. Ce n'est pas le cas des moyennes capitalisations. Elles ont encore un très long potentiel de croissance car elles opèrent souvent sur un marché peut-être plus petit que celui des certaines méga capitalisations, mais néanmoins important. Il faut noter qu'elles ont encore un potentiel de croissance. Peut-être est-il plus fragmenté, peut-être n'ont-elles même pas encore commencé à se développer à l'international. C'est pourquoi nous apprécions particulièrement les moyennes capitalisations qui se trouvent actuellement sur leur courbe de croissance. Revenus d'affaires nationaux plus rentables et à valorisation raisonnable. Passer à certaines de ces méga capitalisations, certaines sont devenues des verbes. Je vais googler quelque chose. J'ai mon Windows, j'ai un iPad ou un iPhone, j'ai tout ce qu'il me faut. Que puis-je faire d'autre? Repartir de zéro?
alors que ces entreprises à moyenne capitalisation sont aussi présentes dans ces domaines avec, comme vous le dites, encore beaucoup de marge de main-d'œuvre. Les entreprises à moyenne capitalisation sont-elles un domaine particulièrement favorisé par la baisse des taux d'intérêt? La baisse des taux d'intérêt va favoriser les actions en général, bien sûr, mais profite-t-elle davantage aux entreprises à moyenne capitalisation qu'aux entreprises à grande? Je ne dirais pas nécessairement cela, c'est plus prononcé chez les petites entreprises pour la raison que j'ai exposée, à savoir que beaucoup ne sont pas rentables. Quant aux moyennes entreprises, nous avons la chance qu'elles le soient. Beaucoup d'entre elles sont des entreprises prospères et des secteurs en pleine croissance. Elles détiennent des parts de marché dans leur secteur et ont tendance à gagner des parts de marché supplémentaires. Les grandes deviennent plus grandes. Je ne dirais donc pas que les taux d'intérêt sont nécessairement un facteur plus favorable. Je veux établir un autre lien économique ou apporter une précision. Les taux de croissance aux États-Unis sont actuellement assez satisfaisants. Nous avons connu un bon deuxième trimestre et un troisième trimestre très solide. Et selon les prévisions actuelles, le quatrième trimestre devrait être également solide malgré la fermeture des administrations fédérales. Vous vous projetez en 2026, eh bien, le marché boursier nous indique déjà qu'il s'attend à ce que 2026 soit une année de croissance assez bonne avec une probable baisse des taux, mais nous verrons bien. Mais une forte croissance économique est-elle vraiment plus importante pour les actions à moyenne capitalisation que pour les actions à grande et à petite? Que pensez-vous de la croissance économique par rapport aux différentes tailles? Certainement aux États-Unis, car une grande partie de l'offre et de la demande est nationale. La croissance américaine est plus importante pour les moyennes capitalisations que pour les grandes. C'est un fait. J'ai vu Donald Trump mentionner l'autre jour qu'il n'y avait aucune raison pour que l'économie américaine ne puisse pas connaître une croissance de 20 à 25 du PIB. Ça n'arrivera pas. Mais c'est ainsi que cette figure politique américaine, unique en son genre, envisage la croissance à l'heure actuelle. Je pense que c'est un commentaire important qui permet de comprendre où il en est. Pour cette raison, oui, les revenus nationaux bénéficieront d'une croissance nationale plus rapide. Oui, et comme vous le dites, cette croissance supplémentaire, peut-être pas de 20 ou 25 mais plutôt de 4, voire peut-être de 5 est bénéfique pour ce secteur de l'économie, car comme vous l'avez souligné, il est rentable, mais plus exposé au marché intérieur que les actions à plus forte capitalisation. Il se trouve donc dans une position idéale pour ce segment du marché. C'est tout à fait exact. Je pense que tout le monde connaît l'économie en forme de K. Les ménages à revenus élevés se sentent certainement plus riches que les ménages à faible revenu en ce moment. J'ai fait allusion à la loi fiscale qu'ils ont promulguée l'année dernière, cette grande et belle loi. Dans un mois ou deux, fin février et mars, les ménages à faible revenu qui se trouvent à l'extrémité inférieure du K commenceront à bénéficier de cette relance de la consommation. Je dois également mentionner que la classe moyenne en bénéficiera également et que les personnes à revenus élevés vont en bénéficier encore plus. Mais cela constituera un vent favorable pour les consommateurs au cours du premier semestre de cette année, ce que le marché attend certainement avec impatience. Et je pense qu'il existe certaines actions qui bénéficient directement de cette dynamique qui commence à être prise en compte dans le cours de certaines de ces actions, mais pas entièrement. Y a-t-il des noms ou des secteurs qui, selon vous, bénéficieront de ce que vous prévoyez? Certainement les biens de consommation discrétionnaires, les vêtements, le commerce électronique. Les actions du secteur des paiements ont connu des moments très difficiles récemment pour toute une série de raisons, mais certaines entreprises en bénéficieront certainement directement. Block et Cella, son symbole boursier est XYZ. Elle s'appelait auparavant Square. Vous pouvez voir un terminal Square chez divers détaillants. Il propose également une application appelée Cash App qui fournit généralement des services aux personnes à faible revenu. Il s'agit d'entreprises relativement peu coûteuses en termes de bénéfices qui sont sur le point de bénéficier d'un vent favorable et qui disposent déjà de leviers du point de vue des marges. Les revenus supplémentaires se répercuteront donc proportionnellement sur les bénéfices. Il existe donc une certaine dynamique dans certaines entreprises dans lesquelles nous n'avons pas nécessairement investi par le passé, mais dans lesquelles nous investissons certainement aujourd'hui. Vous disposez donc d'un portefeuille spécifique de moyenne capitalisation, mais lorsque vous commencez à examiner un portefeuille américain largement diversifié, vous constatez l'évolution attendue vers davantage de moyenne capitalisation tout au long de cette année. Je
Je pense que oui, je pense que tout le monde prend conscience du fait que ces actions à très grande capitalisation aux États-Unis, au nombre de 7, 8, 9, voire 10, et qui représentent environ 40% du S&P 500 en termes de pondération, soit environ 30% en termes de bénéfices, sont en train de se transformer en entreprises à plus forte intensité capitalistique. Je pense que le marché prend également conscience du fait que, comme je l'ai dit, elles ont déjà conquis la majeure partie de leur marché et qu'elles vont donc probablement croître au même rythme que ce marché, qui est souvent cyclique. C'est pourquoi nous qualifions certaines d'entre elles de cycliques à forte intensité capitalistique. Les cycliques à forte intensité ne se négocient généralement pas avec une prime par rapport au marché. Elles se négocient avec une décote. Nous pensons que le marché prend conscience de ce fait aujourd'hui et qu'il va commencer à rechercher davantage d'opportunités. Nous pensons que les entreprises à moyenne capitalisation sont ce que ces entreprises étaient il y a 10 ou 15 ans. Elles offrent de longues perspectives de croissance avec de bonnes marges incrémentielles sans être à forte intensité capitalistique. Nous avons donc défini des entreprises à moyenne capitalisation exactement comme je l'ai dit. Compte tenu de leur potentiel de croissance, sont-elles capables d'attirer les talents comme le font les grandes entreprises? Sont-elles capables d'attirer les personnes dont elles ont besoin pour passer au niveau supérieur? Oui, elles le peuvent, cela dépend du poste, mais il est important de noter que bon nombre de ces entreprises de moyenne capitalisation sont dominantes dans leur secteur d'activité. Elles ne sont pas nécessairement en concurrence avec les mégas, car elles opèrent sur des marchés complètement différents. Mais lorsque vous détenez la part du marché dominante, vous avez tendance à pouvoir attirer le plus grand nombre de talents sur ce marché particulier. Donc oui, nous n'avons jamais considéré cela comme un problème. Nous n'avons pas encore parlé de l'IA, mais nous pensons qu'elle va s'infiltrer dans toutes les entreprises et les équipes de direction qui seront les plus réactives à cet égard pourront en tirer des avantages disproportionnés au sein de leur propre pool de bénéfices. C'est généralement les détenteurs de parts de marché qui les augmentent, qui seront les premiers à déployer l'IA et à être les plus réactifs. Nous discutons de cela avec de nombreuses équipes de direction et ce sont toujours celles qui détiennent la plus grande part de marché qui gagnent des parts de marché supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, nous allons aborder le sujet de l'IA, car nous tenons à le faire. Encore une fois, votre dernière intervention était particulièrement intéressante. Et au fait, si vous souhaitez écouter les interventions précédentes de David ou toute la série que nous réalisons en ce moment, revenir sur 2025 et anticiper 2026, vous pouvez vous abonner à l'émission partout où vous écoutez vos balados. Si vous nous regardez en direct sur YouTube, nous y sommes également présents et vous pouvez vous y abonner. Nous apprécions toujours les commentaires. Nous commençons à recevoir davantage de commentaires, comme je l'avais demandé, et ils sont tous positifs, David. Il n'y a plus seulement ma mère qui laisse des commentaires. Oh, votre mère aussi. Quoi qu'il en soit, nous allons revenir sur la dernière intervention de David dans un instant, mais avant cela, nous aimerions revenir sur ce dont vous parliez lorsque nous vous avons écouté plus tôt cette année, à savoir que vous vous attendiez à ce que des vents favorables soufflent pendant le reste de l'année, c'est-à-dire jusqu'en 2026, où là encore, vous prévoyez une croissance plus forte. Il semble que ce sera le cas avec des taux d'intérêt légèrement plus bas. L'inflation semble correcte, mais maintenant, pour aller encore plus haut, surtout avec ces multiples, il faut se tourner vers 2027. Et comment voyez-vous 2026 en termes d'évolution? Y aura-t-il suffisamment de ressources au bout de l'arc-en-ciel en 2027 pour nous offrir une bonne nouvelle année sur les marchés? Car on ne voit généralement pas les marchés se comporter aussi bien qu'ils l'ont fait pendant aussi longtemps au cours des 3 dernières années. Nous pensons que les actions moyennes vont très bien se comporter en 2026, en particulier du point de vue des bénéfices, et les actions moyennes ont tendance à se négocier avec une décote par rapport à l'indice de référence global, le S&P 500, car il existe une dizaine d'actions tellement importantes qu'elles se négocient avec une prime. Pour en revenir aux actions moyennes, nous pensons que cette économie va accélérer les bénéfices et nous commençons à le constater. Nous pensons donc que les actions moyennes devraient afficher de bons résultats. Certains secteurs ont connu une année difficile l'année dernière du point de vue politique. Le secteur de la santé en est le parfait exemple, mais nous pensons que le contexte politique, par exemple dans le domaine de la santé, est passé d'une situation existentielle à une situation gérable. Les multiples de ces entreprises avaient tendance à se négocier à des niveaux relativement bas, mais ils commencent à se redresser. Les soins de santé constituent un segment assez important de l'indice de référence et nous avons renforcé notre position dans ce secteur au cours du dernier trimestre.
Nous restons toutefois conscients que les 10 plus grandes actions ont tendance à se négocier à un multiple supérieur à celui des actions moyennes, même si leurs fondamentaux commencent à ressembler davantage à ceux des actions moyennes. Nous pensons donc que les entreprises devraient peut-être être légèrement dévalorisées en moyenne, mais il est certain que l'action moyenne est actuellement en très bonne position pour bien se comporter. Cela signifie au niveau de l'indice dépend de l'ampleur des avantages pour l'action moyenne et des vents contraires pour l'indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Mais nous sommes conscients de ces dynamiques directionnelles. Nous en avons déjà parlé dans les épisodes précédents. Si vous remontez à la période 2000-2002, c'était exactement ce qui s'est passé. Vous aviez un groupe d'actions largement concentré dans le secteur technologique qui avait atteint des valorisations absurdes, nous dirions même beaucoup plus absurdes qu'aujourd'hui, et sans la capacité bénéficiaire durable et la capacité de croissance que ces entreprises ont démontré depuis maintenant 2 décennies. La situation est légèrement différente, mais ces actions ont été laminées. Et pourtant, le marché dans son ensemble s'était en fait plutôt bien comporté pendant cette période. Bon, il y avait eu les attentats du 11 septembre et d'autres facteurs atténuants, mais dans l'ensemble, le marché s'était plutôt bien comporté. Il est possible que ces actions tant aimées connaissent une période plus difficile, mais d'autres segments émergents du marché, certaines entreprises spécifiques, peuvent encore bien se comporter pendant ce temps. Tout à fait. Et vous ne le verrez pas dans l'indice. C'est là le problème. Vous verrez peut-être l'indice stagner et la plupart des actions de cet indice se comportent très bien. Mais les plus grandes ont du mal, c'est sûr. L'indice est donc en difficulté. Mais vous oubliez qu'il est possible d'investir avec le bon gestionnaire et de bien s'en sortir dans ces circonstances. David, je sais que vous voulez en parler. La dernière fois que vous étiez ici, vous veniez de passer quelques jours dans la Silicon Valley où vous aviez discuté de l'IA avec les leaders du secteur et vous en aviez retiré une impression quant à l'état de la bataille dans le domaine de l'IA. Non pas au niveau mondial, mais au niveau des entreprises à ce moment-là. Alors permettez-moi de revenir sur ce que vous avez vécu et entendu à ce moment-là, puis de faire un bond en avant jusqu'à aujourd'hui et de voir où nous pourrions en être en 2026 avec les entreprises qui sont à la pointe dans ce domaine. Oui, cela a été une expérience très enrichissante pour moi de discuter régulièrement avec les PDG ou les directeurs financiers de ces entreprises afin de comprendre leur point de vue sur la façon dont tout cela évolue. J'en ai tiré 2 enseignements importants. Premièrement, la demande était réelle et ne ralentissait pas en ce qui concerne les dépenses en IA et les clients des clients qui investissent dans l'IA. C'est le premier point. Deuxièmement, certaines de ces entreprises nous ont appris que les entreprises puissantes craignent ces perturbateurs xAI, OpenAI, Anthropic, et qu'elles ont peur que ces entreprises leur volent des parts de marché au cœur même de leur marché. De ce fait, elles doivent investir dans ces centres de données IA uniquement pour repousser ces perturbateurs. En d'autres termes, la demande est réelle et il y a actuellement des dépenses défensives. Il faut le dire d'emblée, même si nous sommes bien conscients qu'il y a probablement pas mal de dépenses redondantes en ce moment. Comme je l'ai mentionné, certaines dépenses sont défensives et d'autres sont disruptives. De ce fait, par définition, certaines dépenses seront redondantes. Nous savons également que ces entreprises passent souvent des commandes doubles, triples, voire quadruples de certains composants pour les centres de données IA. Nous sommes donc bien conscients qu'il y a actuellement des dépenses redondantes qui s'ajoutent à d'autres dépenses et nous en tenons compte. Mais en même temps, nous pensons que la demande est durable et réelle et ils passent ces commandes doubles et triples parce qu'ils le pensent aussi. Je pense que l'une des caractéristiques de ce cycle d'investissement en capital à l'heure actuelle est une expansion très disciplinée de l'offre et des capacités depuis les principaux fournisseurs d'ingrédients jusqu'au centre de données IA. Si vous y réfléchissez, TSMC est une entreprise taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs. NVIDIA conçoit des puces, elle ne les fabrique pas. TSMC les fabrique pour le compte de NVIDIA. TSMC fabrique toutes les puces pour centre de données IA de NVIDIA. C'est important de noter que TSMC et son équipe de direction ont beaucoup souffert des excès de construction passés.
En 2008 et 2009, ils ont construit trop, même chose en 2021 et en 2022. Elle avait tout simplement manqué ses prévisions de demande. C'est pourquoi elle s'est montrée extrêmement réticente à augmenter sa capacité. Nvidia souhaite qu'elle fabrique davantage de puces. OpenAI souhaite que Nvidia demande à TSMC de fabriquer davantage de puces, mais TSMC a refusé. Elle semble dire on a déjà joué dans ce film et elle n'a pas donné suite. L'un des rapports de résultats financiers les plus importants s'est produit la semaine dernière avec la publication des résultats de TSMC et il y a eu un changement notable dans leur approche de l'augmentation de la capacité. Ils sont passés de j'ai déjà joué dans ce film à très bien, nous avons discuté avec les clients de nos clients, nous les avons interrogés, nous avons vu les modèles financiers et les projections. La demande est bien réelle. Nous restons prudents, mais la demande est réelle et nous allons augmenter la capacité comme ils le souhaitent. Pas de manière excessive, mais de façon très mesurée. J'ai trouvé cela extrêmement remarquable car l'un des acteurs les plus cyniques de la chaîne d'approvisionnement, qui constitue en fait un goulot d'étranglement dans tout ce commerce pour une surconstruction, a décidé que c'était réel. Une heuristique que nous utilisons souvent du côté acheteur en ce qui concerne les notations du côté vendeur, acheter, vendre, conserver, est que lorsque un analyste passe de vendre à conserver, cela a plus de sens que de passer de conserver à acheter, car la plupart d'entre eux sont de toute façon des notations achetées. J'ai considéré cette décision de TSMC comme un passage de vendre à conserver. Ils ne sont pas excessivement optimistes, mais ils sont prudents, ils voient la situation et ils y croient. J'ai trouvé que c'était un signal de demande très significatif. Je pense donc qu'il est important de le souligner. Comme vous l'avez mentionné, ce cycle n'est pas une bulle spéculative. Nous pouvons le constater dans les données. La plupart de ces valorisations ne sont pas excessives, en particulier par rapport à celles de la bulle Internet. S'il y a une bulle quelque part, c'est au niveau des marges. Et il y en a une au niveau des marges car il existe une série d'acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement dirigés par des équipes de direction qui ont une longue expérience, qui ont subi d'importantes épreuves et qui refusent d'augmenter leur capacité. De ce fait, ils fixent les prix et lorsque vous augmentez les prix, vous augmentez les marges. Et ils augmentent leur capacité de manière très mesurée, ce qui nous donne l'assurance qu'il n'y aura pas de surproduction à court terme, compte tenu des personnes qui sont actuellement à la tête des goulots d'étranglement dans ce secteur. Et le fait qu'ils considèrent la demande comme durable, que nous considérons comme durable pour l'instant, est, à mon avis, un signal très important. Je pense que les Canadiens connaissent mieux ce phénomène dans le domaine du marché pétrolier, par exemple, où pendant 10 ans, personne n'a investi dans la construction d'installations d'approvisionnement. La croissance économique fait grimper la demande, il n'y a plus rien, il y a pénurie, les prix augmentent. On commence à forer et toujours plus. Puis soudainement, l'économie ralentit un peu. Il y a des tonnes de pétrole sur le marché, le prix s'effondre. Et dans le domaine des puces électroniques, c'est encore plus extrême, car le marché est inondé de puces. Tout à coup, la croissance ralentit un peu et les prix s'effondrent. J'entends souvent dire que dans le secteur de l'énergie, c'est un peu différent, car ils ont tiré les leçons du passé, comme vous le dites, et ils comprennent que s'ils se contentent de pomper et pomper encore quand les prix sont élevés, cela leur coûtera cher à long terme. À un moment donné, ils seront tentés de surproduire. C'est possible, ces entreprises comptent parmi les prévisionnistes les plus impressionnants du marché et elles examinent minutieusement toutes les possibilités pour atténuer ce risque. C'est important de noter que TSMC est un énorme goulot d'étranglement dans toute cette équation, car c'est la seule entreprise à l'heure actuelle qui soit vraiment capable de fabriquer ces puces. Nvidia, AMD et Broadcom, c'est elle qui décidera ou non d'une surproduction. Et puis, il y a l'autre segment de l'équation, la mémoire, qui ressemblait autrefois au secteur pétrolier, en ce sens qu'il était extrêmement fragmenté, qui était très facile pour une entreprise d'augmenter sa capacité de sortir du rang et de surproduire. C'est pourquoi ce secteur a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, il s'est consolidé autour d'une poignée d'acteurs qui n'augmentent pas vraiment leur capacité. Ils se contentent volontiers des prix actuels. Et si vous regardez le prix actuel de ces puces mémoire, NAND et DRAM, il est au plus haut.
Une autre dynamique importante ici est que les acheteurs de tous ces équipements sont relativement insensibles au prix. Pour en revenir à mon argument initial, selon lequel il s'agit en partie de dépenses défensives. Lorsque vous vous inquiétez pour votre activité principale, vous allez probablement dépenser plus que vous ne le devriez car il en va de la survie de l'entreprise. Vous avez donc des acheteurs insensibles au prix dans tout ce domaine. Cela dit, j'ai deux opinions peut-être contradictoires à ce sujet. Tous ces arguments optimistes que je présente, tout en notant qu'il y a une part importante de dépenses redondantes, mais je pense que je suis relativement optimiste pour le moment, car une grande partie de cette intelligence artificielle n'a pas encore pénétré les entreprises, les organisations de travailleurs du savoir, et je suis extrêmement optimiste quant à la perspective que les agents infiltrant la main-d'œuvre soient beaucoup plus utilisés qu'ils ne l'ont été dans le passé. L'exemple que j'ai utilisé récemment est celui d'un service d'approvisionnement d'un hôpital qui doit acquérir toutes sortes d'équipements. Il achète des appareils d'IRM, mais aussi des sacs poubelles, des gants et du désinfectant pour les mains. C'est souvent le même service qui achète toutes ces choses. Et je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'un agent, un algorithme autonome qui effectue une tâche relativement routinière, ne puisse pas acheter certaines références pour l'hôpital, qu'il s'agisse de poubelles ou de gants, jusqu'à un certain seuil financier. Il aurait accès à l'inventaire de l'hôpital, mais aussi aux références et aux prix des fournisseurs, et il le ferait automatiquement. Cela libérerait du temps pour que cette personne puisse consacrer encore plus de temps à négocier, par exemple, l'achat d'un appareil IRM à un meilleur prix pour l'hôpital. Ce n'est qu'un exemple simple, mais vous pourrez observer ce phénomène dans toutes sortes d'organisations où ces agents prendront en charge des tâches relativement routinières, voire banales, libérant ainsi les humains pour qu'ils puissent se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée qui ont un impact réel sur la croissance de l'organisation. C'est quelque chose qui se produit en temps réel, ça se passe même dans notre entreprise, au sein de l'équipe d'investissement. Je pense que c'est en 2027 que nous assisterons à un changement radical dans le déploiement de ces agents dans les organisations de travailleurs du savoir. Mais ils sont en cours de développement cette année, disons. Oui, voilà, le marché va attendre cela avec impatience et voit cela arriver, comme je le dis, en 2027, ce qui vous donne à nouveau cette opportunité en 2026. D'ici là, vous serez probablement assis à enregistrer cette émission avec l'agent Dave, car ils m'auront remplacé par un robot. Mais je pense que vous soulevez un point très important en réponse à ma remarque quelque peu provocatrice sur le fait que ce secteur ressemble un peu au secteur de l'énergie ou à d'autres secteurs où l'on observe des phases d'expansion et de récession. Mais cette concentration, le fait que ce soit un petit secteur avec quelques goulots d'étranglement ou une ou deux entreprises, contrairement à l'industrie énergétique, où vous avez donné l'exemple d'autres entreprises qui peuvent sortir du rang et tout faire exploser pour les autres rend cela moins probable. Encore une fois, grâce à des prévisions toujours plus précises, à des dirigeants mieux formés et expérimentés, vous constatez que cela se traduit par de formidables opportunités d'investissement. Exactement. Exactement. Voilà. Je pense toutefois que le centre de gravité de ce secteur de l'IA est en train de se déplacer des acteurs de l'infrastructure, Nvidia, Broadcom, Micron, ce type d'entreprise, vers la monétisation. Et la monétisation peut prendre plusieurs formes. Elle peut se traduire par une augmentation des revenus, mais aussi par une augmentation des marges. Nous sommes donc de plus en plus fascinés par les entreprises qui seront en mesure de déployer certains éléments de cette technologie au sein de leurs activités afin d'augmenter leurs marges. Les agents en font partie, mais nous sommes également très intéressés par divers aspects de l'économie qui nous permettront de tirer parti de cette technologie du point de vue des revenus. Pour revenir à mon argument concernant la généralisation des agents dans le monde du travail, je pense que dans certaines entreprises, il y aura plus d'agents que d'employés, mais ces agents seront autonomes et du fait de leur autonomie, il faudra mettre en place d'importants garde-fous, des mesures de sécurité, une bonne gouvernance.
Il existe toute une série d'éditeurs de logiciels qui se feront un plaisir de vendre aux entreprises les mêmes solutions qu'ils vendent aux humains en termes de sécurité et de gouvernance, mais aussi à ses agents. Nous n'en sommes qu'au tout début et il est très difficile pour le marché boursier de voir une inflexion de la demande à ce niveau qui devrait probablement se produire l'année prochaine. Mais nous sommes enthousiastes à l'idée de saisir certaines de ces opportunités qui, selon nous, porteront leurs fruits à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Oui, autre exemple, j'ai commencé la première émission de cette année en parlant du niveau de connaissance et d'expertise qu'il faut avoir dans ces domaines pour réussir à y investir. L'IA, comment elle se développe, tout ce cycle que vous allez traverser, qui s'étend sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, vous devez avoir l'expertise et les connaissances nécessaires pour le comprendre et pour réussir. Car vous devez non seulement repérer les actions qui se portent bien et qui seront les gagnantes, mais aussi éviter celles qui seront perdantes. Et des perdants, il y en aura. C'est là qu'intervient l'idée de la gestion professionnelle des investissements. Je tournais justement une vidéo ce matin avec un collègue à propos des Jeux olympiques. Je pensais aux gestionnaires de portefeuille, aux gestionnaires de placement comme vous, qui sont comme des athlètes olympiques, qui se concentrent uniquement sur ce qu'ils font, au point de comprendre l'étendue de ce dont vous avez besoin pour réussir en tant qu'investisseur. Tout comme quelqu'un qui va descendre une piste en luge aux Jeux olympiques d'hiver, il doit être précis, il doit être prêt et il doit y consacrer presque toute sa vie. Et dans la préparation qui précède les Jeux olympiques, il doit comprendre et savoir exactement où se trouve le virage, quelle pression il doit exercer, avoir la force et la puissance nécessaires pour pousser la luge rapidement au départ, ne pas créer trop de frottements ou de secousses, afin d'atteindre la meilleure vitesse possible tout au long de la descente et de remporter la médaille d'or. Encore une fois, j'ai le privilège de passer du temps avec de nombreux gestionnaires de portefeuille comme vous, et je suis toujours impressionné par l'étendue de vos connaissances dans tant de domaines. C'est indispensable, je pense, pour réussir dans votre métier. Je tiens à souligner que nous avons beaucoup de chance de travailler chez RBC, car si je travaillais dans une société de gestion d'actifs plus petite, je n'aurais pas accès aux entreprises et aux personnes à qui je peux poser des questions. Poser la bonne question à la bonne personne au bon moment a toujours fait partie de mon travail, mais il faut avoir accès à ces personnes, ce qui est notre cas ici grâce à la taille de l'entreprise. Je pense que c'est un avantage considérable par rapport à une société de gestion d'actifs plus petite. Et je me sens chanceux de pouvoir travailler ici, de pouvoir exploiter au maximum ma curiosité, et je suis impatient de m'en servir, bien sûr. Ouais, eh bien, nous allons nous arrêter ici. J'adore recevoir des invités comme vous, car même si je pose les mauvaises questions, vous nous emmenez dans un domaine intéressant où j'apprends toujours énormément à chaque interaction avec vous. Je sais que les auditeurs apprécient cela. Alors, encore une fois, nous vous inviterons plus souvent cette année. Nous inviterons également Shantu, car je sais que vous travaillez en étroite collaboration avec lui et qu'il a lui aussi des idées excellentes à partager. David, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui et à bientôt. Merci beaucoup, Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.